Je n'ai jamais vu un jeu aussi bon de ma vie. Rick putain de Dalton. Vous savez pourquoi j'aime les personnages de Quentin Tarantino ? À première vue, ils sont simples et même un peu bruts, sans complexité excessive ni prétention. Tu sais ce qu'ils mettent sur leurs frites à la place du ketchup ? Quoi ? De la mayonnaise. Oh, de la saleté. Leurs actions sont souvent directes, et leurs motivations presque primitives. Tu sais, c'est le plus petit violon du monde, il joue pour le serveur. Il m'a convaincu. Rends-moi mon dollar. Mais dès qu'on commence à s'y intéresser, tout un univers s'ouvre à nous. Peut-être que tu es un pêcheur, mec, et que je suis un gars vertueux, mais ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que tu es un faible, et moi, je suis ici, la tyrannie du mal. Chaque image est comme un monde entier que l'on peut explorer sans fin, en découvrant toujours de nouveaux détails. Et alors, on comprend que cette simplicité est trompeuse. C'est exactement comme ça que Rick Dalton est. Rick Dalton. C'est bien lui. Il ressemble à une blague et boit tout le temps. Fallait pas picoler toute la nuit. Il s'est encore bourré la gueule, il a descendu 8 cocktails au whisky. Il oublie son texte à cause de la gueule de bois. Merde, j'ai tout foiré, Sam. J'ai tout foutu en l'air. S'il te plaît, reprenons la scène depuis le début. Il fait des crises de nerfs. J'ai répété encore et encore. Mais maintenant, on pense que je n'ai rien appris. J'avais l'air d'un babouin. Il va pleurer sur l'épaule de Cliff. Il m'a simplement dit la vérité. Excuse-moi, s'il te plaît. Il se réjouit comme un enfant à l'écran. Hop, c'est moi. Et il pleure de bonheur quand il réussit quelque chose. Mais quand tu plonges dans le contexte, tu comprends soudain combien il y a de choses dans cette image. On trouve ici le conflit entre l'ancien et le nouveau Hollywood, la crise d'une industrie en mutation, le drame d'un acteur, les faiblesses humaines, les westerns spaghetti, les hippies, l'ombre du Vietnam, des prototypes historiques et les coulisses d'Hollywood, ainsi que de nombreuses significations cachées sous une histoire en apparence simple. Tu es Rick, putain de Dalton, n'oublie pas. Dans cette vidéo, nous analyserons ce que Quentin Tarantino voulait transmettre avec le personnage de Rick Dalton et la raison de son histoire. Elle est plus profonde que je le pensais. Je souhaite débuter l'histoire de Rick Dalton par un court extrait d'un peu plus de 20 secondes. Rick chante une chanson avec des filles en sweatshirt blanc. À première vue, rien de spécial. On pourrait penser que Tarantino a inclus ce moment simplement pour créer une ambiance, pour transmettre l'atmosphère des années 60. Mais en réalité, cet épisode joue un rôle bien plus important dans la révélation du personnage que vous ne le pensez. Voyons d'abord de quoi il s'agit exactement. À l'arrière, on voit l'inscription « Hullabaloo ». Ce n'est pas inventé, c'est une vraie émission télé des années 60. Hullabaloo était une émission musicale populaire où les stars chantaient des tubes accompagnés en direct. Et autour d'eux, il y avait souvent des filles qui dansaient en costumes identiques. On les appelait les danseuses Hullabaloo. L'émission était diffusée sur National Broadcasting Company de janvier 1965 à avril 1966. Durant cette brève période, presque tous ceux qui ont marqué le son de l'époque ont pu s'y produire. Les Beatles, Rolling Stones, Animals. Rick Dalton interprète également un véritable tube de l'époque, Green Door, chanté par Jim Lowe.
La chanson a occupé la première place du Billboard pendant 6 semaines consécutives. La chanson raconte l'histoire d'un homme qui se tient devant une porte verte, derrière laquelle il entend des rires, de la musique, le tintement des verres et le bruit d'une fête. Derrière cette porte, la vie continue, mais il ne peut pas entrer. C'est précisément ce passage de 20 secondes qui transmet de façon étonnamment précise l'essence de Rick Dalton et son conflit intérieur. Il se tient devant la porte du véritable Hollywood, le Hollywood réservé à l'élite, mais il n'est pas autorisé à y entrer. Pendant 5 ans, il a gravi les échelons, 10 ans il a stagné, et maintenant, il dégringole. Il rêve de percer là-bas, de s'échapper des séries télévisées dans lesquelles sa carrière est restée coincée. Il a voulu jouer dans un long métrage. Tout part à la dérive, et il a peur de rester de ce côté-là pour toujours. Ma chanson est terminée. Désespéré, il tente de se rapprocher physiquement de l'élite en achetant un bien immobilier de luxe. Posséder un bien immobilier à Hollywood signifie que tu y vis en permanence, et non que tu es simplement de passage ou invité. Comme il s'avère plus tard, la maison est voisine de celle de Roman Polanski. Je suis vraiment dans la merde. Et qui vit à côté? Son réalisateur préféré. Le réalisateur de Rosemary's Baby, le numéro 1 à Hollywood et peut-être dans le monde. Plus tard, à Rome, il rachète une maison. Un luxueux appartement à Rome absorbait la plupart de ses revenus. Comme s'il essayait d'acheter un billet pour entrer dans la haute société. Achète une maison, ne la loue pas. Eddie O'Brien me l'a appris. Et à la fin du film, son rêve se réalise enfin. Les portes de la maison de Polanski s'ouvrent littéralement devant lui. Eddie. La symbolique de Green Door prend tout son sens. Cette fameuse porte verte s'ouvre enfin devant Rick, ce qui prouve que la chanson était utilisée précisément dans ce contexte. Tout ce temps, elle nous a menés à ce moment final. Au fait, je me suis demandé pourquoi, dans cette chanson, la porte est justement verte. Il s'avère que ce détail a un sous-texte historique intéressant. Il existe une légende selon laquelle, à l'époque de la prohibition en Amérique, des établissements clandestins, appelés speakeasy, se cachaient derrière des portes vertes et n'étaient accessibles qu'aux initiés. Derrière ces portes, c'était une fête de la vie. Alcool, jazz, danse, rire, tout ce qui était interdit. À Chicago, par exemple, il existe un bar qui fonctionne depuis 1921. L'un des plus anciens endroits de ce genre qui s'appelle justement The Green Door Tavern, c'est-à-dire la taverne porte verte. Dans l'une de ses scènes de « Il était une fois à Hollywood », on nous montre que c'est exactement cette ambiance qui régnait dans la maison de Polanski. Un club fermé et élitiste réservé aux élus, musique, champagne, rire et danse. Et parmi les invités de cette fête, on aperçoit un personnage curieux. Steve McQueen. Elle était fiancée avec lui. Pas besoin d'aller voir une voyante pour le deviner. Son apparition, bien sûr, n'est pas un hasard, et elle est essentielle pour l'image de Rick Dalton. Si vous avez vu mes vidéos sur Il était une fois à Hollywood, vous savez que Quentin Tarantino a écrit un roman tiré de son film après sa sortie. Mais plus tard, dans une interview, il a déclaré qu'il travaillait sur une autre œuvre consacrée à Rick Dalton, intitulée « L'homme qui voulait être McQueen », les films de Rick Dalton. Alors, voyons qui est ce Steve McQueen, pourquoi Rick Dalton voulait lui ressembler, et pourquoi ce cow-boy talentueux n'était pas admis dans le cercle des élus. Je n'avais aucune chance. Je n'avais aucune chance. Steven McQueen, acteur, pilote automobile et motocycliste américain, est devenu une superstar dans les années 60, conservant ce statut jusqu'au début des années 70. Durant cette période, elle a passé de second rôle à symbole du cinéma américain. C'est lui qui a servi de l'un des prototypes de Rick Dalton. Même si cela comporte quelques réserves, leur parcours commence presque de la même manière. Tous deux ont connu le succès grâce à la télévision. Pour Steve McQueen, tout a commencé avec la série Recherché mort ou vif, où il jouait un chasseur de primes nommé Josh Randall.
La série fictive de Dalton, La loi de la chasse, fait précisément référence à ce projet. De dollars, et cet homme les obtiendra. La loi de la chasse. Et Quentin Tarantino est allé encore plus loin. Il a recréé une autre série, FBI, celle qu'ils regardent ensemble avec Cliff Booth. On regarde FBI? J'allais justement le faire. J'ai pris de la bière, je pensais qu'on pourrait commander une pizza. Il recrée image par image la série originale FBI 1965-1974 sur American Broadcasting Company, mais avec Rick Dalton dans le rôle principal. Waouh, en plein dans la figure. Tu as sauté avec précision. Merci. Le cadavre numéro 2. Pas mal comme prise. Tout cela n'est pas qu'une simple stylisation. C'est un jeu direct avec la réalité. Il est curieux que l'un des principaux sponsors de la série originale du FBI était la Ford Motor Company et l'American Tobacco Company, un fabricant de produits du tabac. C'est pourquoi Jake Keikel fume des Red Apple, marque fictive de l'univers de Tarantino, utilisée ici par le réalisateur en référence au vrai sponsor de la série, La loi de la chasse. Salut, je suis Rick Dalton, plus connu sous le nom de chasseur de primes, Jake Keikel. Je m'adresse à vous au nom de Red Apple. C'est dans la boîte. C'est dégueulasse. Qui a choisi cette photo? J'ai un double menton dessus. Personne ne remarque? Mais si notre Rick Dalton dans la série La loi de la chasse est littéralement le sosie de McQueen, alors pourquoi Rick voulait-il devenir comme lui? Qu'est-ce que Steve McQueen a réussi que Dalton n'a pas réussi? Leurs histoires évoluent côte à côte, presque en miroir. Tous deux ont débuté à la télévision et incarné des personnages cultes dans des westerns. Mais à un certain moment, leurs chemins se séparent. Steve McQueen a eu la chance de se trouver au bon endroit, au bon moment. Il a été remarqué par Frank Sinatra lui-même, qui l'a invité, grâce à ses relations, à jouer dans le film Jamais si peu de John Sturges. John Sturges a apprécié McQueen et l'a invité l'année suivante à jouer dans Les 7 mercenaires, qui a fait de lui une star mondiale. Après cela, Steve a quitté la série et s'est définitivement tourné vers le grand écran. Quant à Rick Dalton, il a essayé de suivre le même chemin. Lui aussi a quitté son émission télévisée, La loi de la chasse, espérant que le film Les 14 points de McCluskey deviendrait pour lui le même ticket vers la célébrité. Le miracle n'a pas eu lieu, le film n'a pas eu de succès et Hollywood ne l'a pas accueilli. Personne ne me pardonnera pour avoir causé l'annulation de La loi de la chasse la saison dernière. J'ai voulu jouer dans un long métrage. Il a dû retourner là d'où il voulait s'enfuir. Retourner à la télévision, et en plus pour des rôles secondaires. Le rêve de Rick Dalton de suivre Steve McQueen est parfaitement illustré lors de sa conversation avec Jim Stacy. Mais est-ce vrai ou non que tu as failli jouer à la place de McQueen dans La Grande Évasion? À la réaction de Dalton et à l'accompagnement musical, on comprend que ce moment le touche douloureusement. À un moment donné, McQueen a lui-même failli refuser. Et à ce bref instant, j'étais l'un des 4 candidats. Cela lui rappelle qui il voulait devenir, mais qu'il n'est jamais devenu. McQueen a joué. Pour être honnête, je n'avais aucune chance. Ensuite, Tarantino insère une scène de La Grande Évasion, où McQueen était remplacé par Dalton en utilisant le même procédé. Je n'ai pas vu Berlin, ni du sol, ni des airs, mais je compte l'observer sous tous les angles avant la fin de la guerre. Je n'ai pas encore vu Berlin, ni du sol, ni des airs, mais je compte le faire avant la fin de la guerre. 10 jours d'isolement Hills. Capitaine Hills. 20 jours. 10 jours en cellule d'isolement. Capitaine Hills. 20 jours. C'est intéressant car Rick reconnaît n'avoir passé aucune audition. Il n'y a eu ni audition, ni entretien, ni rencontre avec John Sturges. Donc ce n'est pas vrai. Mais alors, qu'est-ce qu'on voit? À mon avis, ce n'est pas une hallucination, mais une fantaisie de Rick lui-même. Une visualisation d'un rêve non réalisé, comment il se verrait dans ce rôle. Quentin Tarantino emploie souvent cette technique, chaque fois avec une signification précise.
Par exemple, vers la fin, il est fait mention du film Opération Dynamite. C'est aussi une référence à un film réel, Mort en cavale, Death on the Run, également connu sous le nom de Cible mouvante. Et, comme vous l'avez probablement déjà deviné, cette scène du film a de nouveau été tournée en remplaçant l'acteur par Rick Dalton. Le pilote, où Rick Dalton incarne le méchant, fait aussi référence au pilote original de L'An-CC. Cette fée est juste ça m'ensemble. Et Lance est long. En ce moment, je tourne aussi dans un pilote pour Columbia Broadcasting System. Ça s'appelle Lancé. J'y joue un bandit. Et James Stacey jouait en réalité Johnny Madrid dans cette série. Ce gars s'appelle Madrid, Johnny Madrid. Quel Johnny Madrid? Je ne voudrais pas vous empêcher de gagner votre vie. D'ailleurs, il y a un autre détail intéressant qui relie la personnalité de Steve McQueen aux événements réels à la base du film. Il s'avère que McQueen figurait sur la soi-disant liste de victimes de Charles Manson et qu'il devait être l'une des victimes de cette nuit tragique. Il devait être chez Sharon Tate, mais a changé d'avis à la dernière minute et a passé la soirée seul avec sa petite amie. Ce choix fortuit lui a sauvé la vie. Et quand on le voit à la fête chez Tate dans le film de Tarantino, on comprend qu'il n'est clairement pas là, par hasard. Ensuite, ils ont déménagé à Los Angeles et depuis, tous les trois sont inséparables. Tarantino a confirmé que Rick Dalton rêvait de la carrière de Steve McQueen. Il semblait suivre ses traces, répétant les mêmes étapes, mais à chaque fois, il trébuchait à quelques pas de l'objectif. Tout semblait aller dans le bon sens. Le type était similaire, il avait du talent, de la charisme aussi. Mais il manquait toujours quelque chose. Alors essayons de comprendre. Pourquoi Riku n'a-t-il pas réussi à devenir McQueen ? Qu'est-ce qui n'allait pas exactement ? Commençons par l'évidence. L'alcool. Presque chaque fois qu'on voit Rick, il boit. Señor Madrid. J'ai fait le plein de bière. Moi, je pensais qu'on commanderait une pizza. Ah, parfait. Ou alors il cuve déjà sa gueule de bois. Rick Dalton. Oh, salut, Tsem, désolé. Nebraska? Quel Sergio? Dès le début, on apprend qu'il a perdu son permis à cause de l'alcool, ce qui donne immédiatement le ton. Rick s'est vu retirer son permis pour conduite en état d'ivresse répétée. À présent, Cliff le transporte partout. Il secouait une margarita et... Pour les acteurs et musiciens, ce n'est pas rare. L'absence d'un emploi du temps stable est l'une des principales raisons pour lesquelles les personnes créatives sombrent plus souvent dans les dépendances. Lorsqu'il n'y a pas de journée de travail fixe, le corps et l'esprit perdent leurs repères. Il n'y a pas de routine, pas de prévisibilité, pas de sensation de début ou de fin de journée. 8 verres de whisky, alors qu'il aurait pu s'arrêter au 3e ou au 4e. Pourquoi? T'es un alcoolo fini. Tu bois tous les soirs, putain, tous les soirs. C'est pour ça que t'es dans la merde. À cause de ça. Arrête de picoler tout de suite. Pour la plupart, un emploi du temps de travail offre un cadre qui maintient en forme. Mais un acteur vit par cycle. Aujourd'hui, tu tournes du matin au soir, demain, une semaine de silence s'annonce. Durant ces jours, un vide s'installe. On le voit aussi avec Rick Dalton. Quand il n'a pas de tournage, il ne sait littéralement pas quoi faire de lui-même. Assis près de la piscine, il boit un whisky orange en attendant l'appel de son agent. Et puis, la culture même d'Hollywood ne fait qu'aggraver les choses. Les fêtes, les rencontres, tout cela, bien sûr, s'accompagne d'alcool. L'un des exemples les plus frappants est Colin Farrell. Cet acteur, sans aucun doute talentueux, s'est fait connaître par ses beuveries sans fin. L'acteur Samuel L. Jackson a parlé ainsi de Colin Farrell. Chaque jour, nous voyons sa voiture arriver lentement, en zigzagant, sur le parking devant le plateau de tournage. 2 ouvriers couraient devers lui pour l'aider à sortir de la voiture, car il n'en était pas capable lui-même.
il le portait dans la caravane. Lors du tournage d'Alexandre, il est tombé ivre dans les escaliers et s'est blessé au genou. Colin a avoué que 3 ans de sa vie avaient été effacés par ses beuveries. Le parallèle entre Colin Farrell et Rick Dalton est vraiment évident, surtout si l'on se rappelle leur faiblesse commune, l'attirance pour l'immobilier de luxe. Achète ta propre maison, ne la loue pas. Eddie O'Brien m'a appris ça. Colin Farrell, après ses succès au début des années 2000, a acheté une maison au cœur d'Hollywood, dans les Hollywood Hills, un vieux cottage anglais des années 1920. Posséder un bien immobilier à Hollywood signifie que tu y vis en permanence. Tu n'es pas un invité ou de passage. Il a aussi acheté une villa à Los Feliz, un quartier prisé des acteurs, réalisateurs et musiciens. La maison, entourée de palmiers et d'une piscine, ressemblait à un symbole de stabilité et d'appartenance au cercle des privilégiés. Voilà, moi je suis complètement dans la merde. Et qui habite dans la maison voisine? Le réalisateur de Rosemary's Baby, c'est lui. En 2010, Colin a vendu sa maison dans les collines d'Hollywood pour un peu moins d'1 500 000 $. Je vais probablement devoir vendre la maison, mettre le reste sur un compte, puis vivre avec cet argent. L'alcoolisme n'est pas le seul souci de Rick Dalton. En y regardant de près, son humeur varie sans cesse. Il sombre parfois dans la dépression, doute de lui et pleure. Excuse-moi, s'il te plaît. Désolé. Tiens, mette-le. Puis soudain, tu es plein d'énergie et d'enthousiasme. Peut-être que je jouerai au billard et obtiendrai un rôle dans le film de Polanski. Alors, tu te sens mieux? Oui, désolé d'avoir craqué là-bas. De telles sautes d'humeur sont souvent des symptômes du trouble bipolaire. Et, comme il s'est avéré, ce n'était pas qu'une simple supposition. Dans une interview pour Vanity Fair, Quentin Tarantino a clairement dit que lui et DiCaprio avaient consciemment imaginé Rick Dalton comme une personne atteinte d'un trouble bipolaire non diagnostiqué. Tarantino a révélé que l'idée lui était venue en racontant à DiCaprio l'histoire de l'acteur Pete Duel, vedette de la série western Elias Smith et Jones. Duel souffrait d'alcoolisme, essayant d'étouffer les symptômes d'un trouble bipolaire non diagnostiqué, et il a finalement mis fin à ses jours en 1971 lors d'une période dépressive. L'idée du trouble bipolaire non diagnostiqué a tout de suite plu à Leonardo DiCaprio, et il en a fait la base de son personnage. En plus de l'alcool et des problèmes psychiques, Rick Dalton a un autre problème, bien plus fondamental, sa vision de la vie. Sous cet angle, il est l'opposé total de son unique ami et doublure, Cliff Booth. Cliff vit chaque jour comme un bonus, un cadeau du destin. Écoute, elle n'a jamais vraiment eu de grande carrière, donc je ne sais pas ce que tu ressens en ce moment. Il a déjà frôlé le gouffre à la guerre et devant le tribunal, échappant miraculeusement à la prison. Toute ma vie, j'ai été à 2 doigts d'aller en prison. Si j'y vais, ce ne sera pas à cause de toi. C'est pourquoi il prend la vie comme elle vient, sans en demander trop. Rick, au contraire, s'accroche au passé, aux illusions, à la peur de perdre sa place au soleil. 10 ans à piétiner sur place, et maintenant il dégringole. Un épisode du roman de Tarantino illustre parfaitement leurs différences. Pendant le tournage, Rick devait jouer une scène d'incendie. Son manteau a pris feu et il s'est retrouvé en flammes en quelques secondes. Il a été instantanément pris de panique. Il a senti le feu monter jusqu'à ses épaules et s'apprêter à atteindre son visage. Il était déjà prêt à courir, ce qui aurait été en fait suicidaire. Mais Cliff était à côté de lui et dit calmement « Rick, tu es debout dans une flaque, il suffit de tomber. » Cet épisode a une portée philosophique. Quand quelque chose d'extraordinaire arrive dans la vie, Rick perd pied et cède à la panique. Cliff, au contraire, comprend que la solution est littéralement sous ses pieds. Il suffit de s'arrêter, tendre la main et profiter de ce que la vie offre. Il n'a pas peur de tomber, car il est sûr que parfois, c'est justement la chute qui éteint le feu. L'alcoolisme, l'instabilité émotionnelle, la vision de la vie, un trouble bipolaire non diagnostiqué, tout cela, sans aucun doute, façonne la tragédie personnelle de Rick Dalton. Mais il existe une raison plus profonde à ces échecs, une raison qui va bien au-delà d'une seule personne. Et elle est liée aux grands changements qui ont commencé à la fin des années 60. Hollywood lui-même change, les idéaux nationaux changent, le public change. Tout cela, naturellement, influence le cinéma.
en particulier un genre comme le western. Vous souvenez-vous de ce qui a bouleversé Rick Dalton après sa rencontre avec Marvin Schwartz, l'agent venu parler de sa carrière ? Schwartz lui a proposé de quitter Hollywood pour l'Italie et de commencer à tourner dans ce qu'on appelle les westerns spaghetti. Ou bien tu pars à Rome, tu joues les rôles principaux dans des westerns et tu bats tout le monde toi-même. C'est justement cela qui blesse Rick. Pour lui, c'est en fait un échec total. Pour lui, tourner dans des westerns spaghetti revient presque à finir sa carrière. Il veut me caser chez les Rital. Alors, où est le problème? Le problème, c'est que je dois maintenant jouer dans des films italiens. Mais la question est, pourquoi est-il aussi négatif envers les western spaghetti ? Aujourd'hui, quand on parle de western spaghetti, il n'y a plus vraiment de connotation négative. Le fait est que cela n'a pas toujours été le cas. Dans les années 60, le terme western spaghetti avait une connotation péjorative à l'origine. Voici pourquoi. Au début des années 60, le genre du western était considéré comme la quintessence de la culture américaine. Ce n'était pas simplement un genre, mais une épopée nationale. Le western était né à l'époque du cinéma muet et avait grandi avec le pays. Il racontait l'Ouest sauvage, un lieu où l'Amérique se construisait. Pour un Américain, le cow-boy n'était pas simplement un héros, il symbolisait l'esprit des pionniers, l'autonomie, le courage et cette fameuse idée du self-made man, l'homme qui forge lui-même son destin. Dans les années 50, le western était devenu presque le genre officiel de l'identité américaine, et des stars comme John Wayne, Gary Cooper et Henry Fonda étaient devenus des archétypes nationaux. Ces films célébraient des idées simples mais puissantes. Bien et mal sont distincts, la justice triomphe, l'homme était responsable et la liberté est suprême. De plus, le western était le miroir de l'Amérique d'après-guerre. Le pays s'identifiait aux cow-boys qui apportaient la loi dans un monde sauvage. Dans les années 60, des réalisateurs comme Sergio Leone, des Italiens, choisissent de tourner des westerns, non pas en Amérique, mais en Espagne. Il n'était pas surprenant qu'aux États-Unis, tout cela ait d'abord provoqué de l'irritation chez beaucoup et ait été perçu comme un sacrilège. C'est un peu comme si en Chine on organisait un festival de samba brésilienne ou qu'on commençait à tourner des films de samouraï quelque part en France. C'est ainsi que ces films ont vite été appelés westerns spaghetti, désignant des versions à la sauce pâte, bon marché du grand genre américain. Mais c'est précisément dans cette atmosphère de méfiance que le réalisateur italien Sergio Leone tourne le film devenu culte pour une poignée de dollars. Il offre d'abord le rôle principal à Charles Bronson et Henry Fonda, célèbres stars du western. Comme prévu, ils refusent pas tous deux. Et alors, Leone fait son choix parmi ceux qui restent. Il invite un acteur américain encore peu connu, du nom de Clint Eastwood. C'est ainsi qu'une nouvelle ère et une nouvelle compréhension du genre commence. Faites prendre tout. Et maintenant, revenons à Rick Dalton. Il est justement un représentant de l'ancienne école, celle-là même, américaine, la véritable. Pour lui, l'idée de jouer dans un western américain en Espagne sous la direction d'Italiens est presque une insulte personnelle. Il refuse de prendre le nouveau genre au sérieux sans même essayer de le comprendre. Allez, t'as déjà vu un seul western italien? Hein? C'est complètement nul. C'est une farce pitoyable. Cliff Booth lui demande. Et toi, t'en as vu combien? 1, 2? J'en ai vu assez. Personne n'aime les westerns spaghetti. Mais c'est un mensonge. Parce que vers la fin, lors de la conversation avec Marvin Schwartz, il devient clair que Rick ne sait même pas qui est Sergio Corbucci, l'un des réalisateurs les plus importants du genre, juste après Leone. Sergio Corbucci. D'accord, et c'est qui? Le deuxième réalisateur de westerns spaghetti le plus célèbre au monde. Pourtant, Corbucci avait déjà signé le film culte Django en 1966, 3 ans avant les faits de Il était une fois à Hollywood, une œuvre qui inspirera ensuite Quentin Tarantino pour Django Unchained. Django, mes amis, je vous demande à tous de vous calmer. Nous ne ferons plus de mal à personne. Donc, Rick Dalton prétend connaître le genre, mais il ne connaît même pas ses fondateurs. Et cela en dit long. Sur l'arrogance, sur la peur de la nouveauté, sur l'attachement désespéré à une époque révolue. Il refuse d'accepter le changement. C'est précisément pour cela qu'il reste en arrière, tandis que d'autres trouvent leur place dans le nouveau cinéma. Au fait, un autre détail intéressant.
Marvin Schwartz invite Rick Dalton à jouer dans le film Nebraska Jim. 2 noms, Jim du Nebraska et Sergio Corbucci. Ceci fait référence au véritable film de Sergio Corbucci, Navajo Joe. Burt Reynolds a joué dans ce film. C'est d'ailleurs l'amitié entre Reynolds et sa doublure Al Needham qui a servi de modèle à la relation entre Rick Dalton et Cliff Booth. Tarantino avait proposé à Burt Reynolds le rôle de George Spahn dans Il était une fois à Hollywood, mais Reynolds est malheureusement décédé avant le tournage et n'a pas pu jouer ce personnage. Ainsi, comme on le voit, Tarantino mêle encore magistralement réalité et fiction. On peut dire avec certitude, Rick Dalton ne sent pas dans quelle direction va l'industrie. On lui propose des rôles principaux dans un genre qui est déjà en plein essor. Le western spaghetti va bouleverser la perception du western. Mais au lieu de rester et de s'adapter à ces changements, Rick rentre aux États-Unis dans l'espoir de conquérir à nouveau Hollywood, qui a déjà changé. Et voilà que Rick revient à Hollywood. Maintenant, il a 4 nouveaux films à son actif et un peu d'argent en poche. Et c'est là que Tarantino suggère aux spectateurs attentifs, le pays dans lequel Rick et Cliff reviennent n'est déjà plus le même. Tarantino en a laissé des preuves directes. Faites attention aux voisins de Cliff, il est en train de lire quelque chose. Au début, j'ai pensé que c'était un livre, mais non, ce n'est pas un livre, c'est un numéro du magazine Time du 8 août 1969. Ce numéro avait une couverture de style western. On y voit John Wayne. J'ai trouvé ce magazine et j'en ai lu une partie. Dans ce numéro, il y a un article intitulé « John Wayne comme le dernier héros ». Et ce n'est pas un éloge du cow-boy le plus cool, mais un portrait approfondi de l'acteur qui s'est retrouvé à la croisée des époques. L'auteur écrit qu'en 40 ans, John Wayne a traversé à l'écran plusieurs étapes de la vie. D'un jeune tireur arrogant dans les années 30 à un grand-père bedonnant à la fin des années 60. Pourtant, son style de jeu, autrefois unique, commence dans ses nouveaux rôles à ressembler à une parodie de lui-même. Le magazine rapporte ses propos tranchés, décrivant une vision du monde divisée entre étrangers et proches. On se souvient de son soutien à la guerre du Vietnam. Le ton général de l'article est respectueux, mais laisse entendre un certain anachronisme. Le journaliste affirme que Wayne incarne l'âme américaine dure, stoïque et prête à tuer. Mais maintenant, sa ceinture disparaît dans son ventre. Il boit, et son visage se fissure comme du granit. Hollywood change, des héros plus complexes et ambigus apparaissent à l'écran, mais Wayne reste fidèle aux idéaux simples du cow-boy. D'où le titre du sujet, Le dernier héros. Cela suggère qu'avec lui s'en va l'époque des westerns classiques et des valeurs en noir et blanc. Cette résistance au changement est l'un des principaux obstacles, bien que discret, sur la route de Rick Dalton vers le succès. Il est convaincu que la série Saison de chasse, qui lui a apporté la popularité, a été annulée uniquement parce qu'il a lui-même décidé de partir pour le grand écran. Je suis le salaud à cause duquel la loi de la chasse a été annulée parce que j'ai voulu jouer dans des longs métrages. Mais très probablement, ce n'est pas seulement à cause de ça. Ce type d'émission télévisée, basée sur des intrigues stéréotypées et des héros classiques, devenait progressivement moins pertinent. L'industrie évoluait, le public se lassait des westerns répétitifs, le format de la télévision se renouvelait et le spectateur commençait à chercher quelque chose de plus frais, plus complexe, psychologique et ambigu. Saison de chasse a juste rejoint une série de projets désormais passés. Mais Rick Dalton ne voit pas que les changements dans l'industrie. Vous avez sans doute remarqué son attitude envers les hippies. Elle est franchement négative. Les hippies, sales enfoirés. On dirait qu'il ignore délibérément tout ce qui se passe autour de lui. Le film montre constamment des échos de la guerre du Vietnam. Plus de 1000 Viet Cong ont été tués après la reprise des hostilités au Sud-Vietnam. Cette guerre se déroule en parallèle, mais Erika ne se préoccupe que de lui-même. Mais en réalité, les hippies, le Vietnam, la turbulence politique et culturelle de la fin des années 60, tout cela est directement lié au changement dans la société et, par conséquent, dans le cinéma. Et Eric fait partie de ce cinéma. Tout cela est un sujet à part entière et assez vaste que j'aimerais aborder plus en détail dans l'une de mes prochaines vidéos. Si cela vous intéresse et que vous souhaitez soutenir la sortie de cet épisode, faites-le de la manière qui vous convient. Cela m'aidera beaucoup. Vous vous souvenez quand Rick Dalton raconte à la jeune actrice le livre qu'il lit. Et toi, qu'est-ce que tu lis ça? Oh, tu sais, un western. Et alors, tu aimes? C'est intéressant? Ça va. À propos d'un cow-boy nommé Easy Breezy.
C'est l'histoire d'un gars, un dompteur de Mustang. L'histoire de sa vie. Elle raconte l'histoire d'un dompteur de chevaux, autrefois fort et célèbre, mais qui un jour s'est blessé à la hanche, ce qui a bouleversé sa vie et sa carrière. Vers la quarantaine, il tombe de cheval et se blesse à la hanche. À première vue, il est évident que c'est un reflet de Rick lui-même. Lui aussi est un héros que le temps pousse peu à peu sur la touche. Ma carrière déraille, je suis dépassé. Mais si l'on se souvient de la fin de « Il était une fois à Hollywood », il devient clair que ce n'est pas Rick qui se blesse à la hanche, mais Cliff Booth. Oh là là. Vers 40 ans, il chute de cheval et se blesse à la hanche. Et c'est là que Tarantino, comme d'habitude, renverse tout sens dessus-dessous. On dirait que l'histoire d'Easy Breezy raconte la vie de Rick Dalton, mais en réalité c'est une parabole sur sa doublure. Peut-être que toute cette histoire de « Il était une fois à Hollywood » ne concerne pas la star Rick, mais l'homme de l'ombre, celui qui fait le sale boulot sans gloire. Peut-être que c'est justement Cliff le véritable héros de ce film. J'aborde tout cela, les significations cachées, l'échange des rôles et la vraie nature de Cliff Booth dans une analyse séparée. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, regardez-la absolument. Le lien devrait apparaître maintenant sur votre écran et il sera également répété dans la description.